Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Annette, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on est sur Zoom, sur l'outil du coup qui nous permet d'enregistrer notamment les podcasts. Et aujourd'hui, on a préparé ensemble, il y a 2-3 semaines, le sujet d'aujourd'hui, puisque du coup, j'ai découvert ta créativité par l'intermédiaire de Frédéric, qui nous a fait nous rencontrer en fait autour d'un atelier de confection de nounours avec Cyriac. C'était cet hiver, si ma mémoire est bonne. Et j'ai découvert une grande créative. Tu es une experte dans le domaine du crochet, du tricot. Tu donnes des cours à distance en anglais, en français. Tu es d'origine suédoise. Donc, du coup, voilà, il y a un melting pot de plein de cultures, de plein de passions que tu as. Et je trouvais très pertinent de pouvoir partager avec nos auditeurs et nos auditrices justement le thème de la créativité, puisque c'est le sujet qu'on va aborder toutes les deux ensemble aujourd'hui. Voilà sur l'introduction rapide que je souhaitais faire te concernant. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as envie de nous dire en plus par rapport à ce que je viens de nous dire pour qu'on te connaisse un petit peu mieux? Ce que tu sais peut-être pas, mais effectivement, que j'ai eu un parcours professionnel avant tricot et le crochet, même plusieurs parcours professionnels. Et figure-toi que j'ai commencé dans, je dirais pas les ressources humaines, mais dans un service du personnel. Et j'ai ensuite bifurqué sur la traduction professionnelle. J'ai travaillé 10 ans à la Commission européenne, donc je suis une ancienne fonctionnaire européen. Après, les hasards de la vie ont fait que après j'ai arrêté d'essayer de rentrer dans le moule et commencé enfin à écouter ce que je voulais vraiment faire. Et c'était quand même assez évident que c'était quelque chose dans le domaine créatif. Et moi, ce qui fait super bien. Oui, effectivement, je ne connaissais pas du tout ton parcours d'avant. Merci pour le flashback, pour comprendre aussi d'où tu viens et puis ce qui t'a amené à oser libérer ta créativité. Et c'est le sujet qu'on a choisi toutes les deux ensemble aujourd'hui. C'est comment se décomplexer vis-à-vis de sa créativité, oser être créatif ou créative, hein, mesdames, ça marche aussi, et se réaliser à travers quelque chose qu'on ferait avec ses mains. Et justement, en quoi ce sujet il t'a parlé, en quoi il fait partie de ton histoire, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Oui, je me suis dit qu'en fait, on parle beaucoup de créativité, on ne parle pas beaucoup de ce que c'est. Tu l'as déjà dit. Moi, je parle beaucoup d'une pratique créative, c'est-à-dire quelque chose qu'on fabrique avec ses mains. Bon, bien sûr, ça peut aussi être des choses. Dans la créativité, il y a un peu ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit, l'écriture, la peinture, la photographie, etc. Mais moi, effectivement, je me suis de plus en plus, en fait, focalisée sur ce qu'on fabrique, qu'on fait avec ses mains. Donc, effectivement, moi, j'ai jamais pensé comme ça en grandissant, mais effectivement, j'ai une histoire familiale qui est tout à fait pertinente à ça, et c'était quelque chose de très naturel pour moi, parce que j'ai toujours été entourée de gens qui faisaient. Que moi, j'ai choisi le domaine textile, et si je regarde, donc là, c'est un peu genré de manière traditionnelle, on va dire, toutes les femmes dans ma famille, ma maman, mes grands-mères, mes tantes, pratiquaient une ou plusieurs techniques textiles, le tissage, le tricot, le crochet, la couture, la dentelle au fuseau. J'avais ma marraine, qui était ma tante, qui n'avait pas d'enfant à elle, qui, elle, faisait tout ça. Et donc, sans vraiment me rendre compte, c'était mes modèles, hein, en grandissant. C'était les gens qui m'entouraient.
que j'aimais et c'est tout naturel pour moi de pratiquer de la même manière. Il y a aussi mon père qui a eu un métier, on va dire, d'ingénieur, mais ses loisirs étaient centrés autour de la construction de choses. Il a fait des cabanes, il a fait une maison. Quand il était tout jeune, il était apprenti joaillier. Il a quitté ça pour se pencher sur des métiers plus techniques, mais quand il est parti à la retraite, il a repris les travaux de métaux fins. Donc, j'ai des broches en argent que mon père a fait. Bon, maintenant, il ne peut plus, mais il a décidé à 16 ans qu'il allait revenir quand il était plus âgé. Il l'a fait. Donc, il y a toute une histoire familiale autour de faire avec ses mains. Et tu as repris alors du coup alors, tes spécialités. Qu'est-ce que tu nous dirais pour qu'on comprenne aussi quel est ton quotidien et qu'est-ce que tu fais toi en termes d'activité créative et manuelle? Alors, donc, sur le plan très concret, en fait, mon domaine, c'est, on peut dire, la maille-main, mais ça, personne ne comprend ce que c'est, en fait. Tu vas pouvoir C'est nous éclairer. Donc, c'est le tricot et le crochet. Donc, en fait, c'est des techniques où on fabrique sa matière en quelque sorte, hein. On prend du fil et on fait quelque chose qui devient une étoffe. Par exemple, quand tu tricotes un pull, tu tricotes pas 2 mètres de tricot et tu coupes dedans. Tu te donnes la forme dans la matière dès le départ. Donc, moi, c'est bon. On va dire que c'est ça la part créative. Après, effectivement, bon, j'ai un site internet d'e-commerce qu'il faut faire tourner. Je fais comme tout le monde. C'est facile de se noyer dans le travail classique. Où en fait tu es devant ton ordinateur, tu tapes sur ton clavier et que ça ressemble vraiment à du travail. Et ce qui est vraiment important, c'est de laisser, pour moi, donc dans mon activité au quotidien, c'est de laisser une part à l'activité réellement créative. Et, cette part créative, qu'est-ce qu'elle t'apporte alors dans ta vie de tous les jours? Oui, donc tu m'as bien dit que on avait 3 heures là. Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça, on est parti. Alors, bon, on va essayer de synthétiser un peu. Non, mais c'est vrai que donc, j'ai bien eu des périodes où, en fait, j'écoutais pas cette envie d'être créative et du coup, ben, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient, en fait. Et quand j'ajoute la créativité dans mon quotidien, il y a quand même vraiment un certain nombre de choses qui se produisent et je pense que je suis pas la seule. Moi, le fait d'être créatif, de travailler avec mes mains, ça manque en quelque sorte dans la réalité. Donc, je pense qu'il faut se rendre compte que pendant des millénaires, en fait, l'être humain a toujours fabriqué ce dont il avait besoin. On parle beaucoup maintenant de la genèse de l'espèce humaine, comment on s'est développé et en fait du fait qu'on a vécu très longtemps, bon, on parle beaucoup de la période où on a vécu en chasseur-cueilleur sur la savane. Donc là, bon, si on voulait avoir un outil tranchant, etc., et ben, il fallait le fabriquer. Il y a une plus grande période dont on parle moins, qui est le néolithique, quand l'être humain s'est installé pour cultiver la terre et a cessé d'être nomade. Mais là aussi, si on voulait avoir quelque chose, il fallait le fabriquer ou alors fabriquer quelque chose qu'on pouvait échanger contre ce qu'on voulait avoir. Et en fait, c'est qu'avec la révolution industrielle que l'immense majorité des gens ont été séparés de la fabrication de leurs outils, même si ça continue pour beaucoup encore longtemps. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose de vraiment essentiel là-dedans, que c'est pas simplement un transfert au lieu de fabriquer, je paye, je consomme, voilà. Non, autant que nous sommes programmés pour avoir une certaine activité physique, on peut s'en passer. C'est pas grave, on peut être complètement sédentaire, avachi sur son canapé ou sur son fauteuil de bureau toute la journée, jamais bouger. Mais on va pas très bien si on fait ça. Et je pense que fabriquer des choses, c'est la même chose, hein, parce que donc, à part donc, cette histoire d'être ancré dans la réalité, ben, le fait de faire quelque chose, ça donne un résultat tangible. On a quelque chose, on a un truc qu'on a fabriqué à la fin.
Et aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui peuvent être super intéressants, très gratifiants. Mais concrètement, à la fin de la journée, tu n'as rien. En fait, tu as du vécu, voilà, tu as produit, c'est intéressant, c'est bien, ça a beaucoup de valeur, mais tu n'as pas quelque chose que tu as fait. Et ça, je pense que vraiment, c'est quand tu prêtes à une pratique créative pour toi, en plus, ce que tu fais, ça t'appartient. C'est quelque chose que tu fais pour toi. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux le donner, tu peux trouver une manière de le vendre ou vendre comme moi je fais. Je vends les explications et la formation pour le faire. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a fait. Ça fait de l'objet que tu as fabriqué quelque chose d'unique, quelque chose dont je pense que tu peux être fier. Et je pense que c'est important. Après, suivant ce qu'on fait, moi, dans ce que je fais, c'est à part le processus de cogitation où je ponds effectivement mon modèle, et ça intervient tout au long de la réalisation, parce que souvent, je pense un truc et quand j'essaye de réaliser, ça donne pas du tout ce que j'ai pensé. Mais il y a quand même le fait de faire des petits gestes répétitifs avec ses mains. Donc ça peut être comme moi, le tricot, le crochet, hein, mais c'est pareil si tu fais de la poterie, tu fais des choses comme ça, et c'est un effet super reposant parce que ça te déconnecte un peu de tes tracas du quotidien, soit parce que tu fais un truc tellement compliqué et qui est vraiment à la limite de ce que tu sais faire, et du coup, tu peux penser à rien d'autre. Soit parce que ben voilà, c'est quelque chose de répétitif. Tu tricotes ton écharpe en côte 2-2 que tu connais absolument par cœur et du coup, ton esprit peut aller ailleurs et chercher autre chose, vagabonder. Tu peux avoir des idées, ou tu peux juste rêvasser, ce qui est quand même un truc qu'on ne fait pas trop et qui est très intéressant aussi. Peut apporter effectivement pas mal de choses. J'ai bien aimé aussi quand tu as parlé justement du troc, de pouvoir échanger des choses qu'on s'est fait, enfin que chacun a fait, et faire finalement cette notion de voilà, je te donne quelque chose qui a de la valeur parce que c'est unique, parce que c'est moi qui l'ai fait, et je l'échange contre ton objet que toi aussi tu as fait, qui a de la valeur et qui est unique parce que c'est toi qui l'as fait. Je trouve l'image plutôt sympa et symbolique aussi d'échange de créativité et de savoir-faire, parce que là on est aussi dans le savoir-faire. D'échange. Je trouve l'idée intéressante. Je trouve que c'est Mais c'est quelque chose que je vois se pratiquer beaucoup autour de moi. La copine qui fait de la couture, qui échange ça contre un châle tricoté. On se fait un truc l'une contre l'autre. Et puis, ça lien aussi à ce qu'on imagine peut-être moins par rapport à toute cette pratique créative, c'est les connexions qu'on fait entre nous. Parce qu'il se passe des choses quand on travaille avec ses mains. Bon, le fait, comme j'ai dit, de déconnecter, on rentre en meilleure connexion avec soi-même, mais on connecte aussi avec les autres. Donc, ce n'est pas forcément des pratiques solitaires. On peut faire ça en groupe. Nous, on s'est rencontrés en faisant un stage ensemble. Il y a tout plein de choses qui peuvent se faire. Les différentes pratiques créatives sont plus ou moins nomades, mais on peut très bien faire ça avec les autres. Dans mon domaine, c'est les apéros tricot, les tricotés, les choses comme ça. Donc, c'est des moments où il se passe vraiment quelque chose quand on se pose ensemble et on fabrique des choses avec nos mains. Donc, on a toujours un sujet de conversation déjà parce qu'on se demande, bon, toi, tu fais quoi? C'est quoi ce fil? Et, tu l'aimes pas? Pourquoi? Etc. Comment tu tiens tes aiguilles? Comment tu vas rabattre? Enfin, bon, ça peut être très technique. Ouais. Il se passe aussi plein de choses, bien sûr, informellement et de manière moins formelle, pardon. Et puis, le fait de travailler avec ses mains, ça libère quelque chose dans l'esprit, ça facilite les contacts. Et effectivement, en termes de connexion aussi, le fait d'apprendre, de travailler des techniques différentes, tu es obligé de
faire bosser ton cerveau aussi. Du coup, travailler différemment, enfin l'occuper d'une certaine manière, mais pouvoir libérer d'autres choses et en profiter aussi pour créer des liens. Tu me fais une passerelle parfaite et je la saisis pour la question en lien avec le réseau, puisque du coup, tu parles de tricoter. Alors, je viens voilà, de comprendre le jeu de mots, je trouve ça très drôle, voilà, tout simplement. De partager un temps créatif voilà, autour d'une activité manuelle et puis d'un moment sympa autour du thé. Tu parles justement des liens, des rencontres que tu peux faire, des réseaux. Voilà. Comment est-ce que toi, tu entretiens ton réseau? Qu'est-ce que c'est que ton réseau d'ailleurs? Pour toi, ça signifie quoi et comment est-ce que tu l'entretiens? Bah, en fait, je savais que tu allais me parler du réseau et je me suis dit, oh là là, moi, ça me fait super peur. Moi, j'oublie toujours de donner ma carte de visite et puis je fais pas du tout partie de ces trucs super professionnels et super formalisés autour du réseau. Il faut faire ceci, il faut aller dans des endroits où tu n'as pas forcément envie d'aller, parler avec des gens avec qui tu n'as pas forcément envie de parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai construit mon réseau autour de ma pratique créative. Donc, bien sûr, il y a, comme on a dit là, les apéros tricot, les tricotés, les moments comme ça où on se retrouve. Mais bon, je participe aussi à des salons, bon, quand il y en a, quand c'est pas la En ce pandémie, moment, c'est... etc. Mais bon, voilà, en ce moment, c'est un peu moins. Mais donc, je peux être exposante comme je peux être en visite. C'est aussi l'occasion parce que donc il y a il y a les gens qui pratiquent, il y a les gens qui proposent donc des modèles, des cours, etc. Puis il y a en plus, les limites sont un peu flottantes parfois. Donc, dans mon réseau local ici sur Lyon, bah, je suis entrée en contact évidemment. On s'est rencontrés autour du tricot et du crochet. Et puis, bien sûr, ça bifurque dans tous les sens. Après, donc, dans les réseaux, ben, ça peut être un peu difficile des fois. C'est pour ça que je n'étais pas super à l'aise avec cette question au départ, parce que euh, moi, j'ai un peu construit une sorte de métier moi-même et du coup, on ne rentre pas forcément dans les cases. Et pour tout te dire, sur LinkedIn, je me sens un petit peu comme une licorne sur l'autoroute, un truc comme ça, quoi. Je me dis, bon, où je trouve ma tribu là-dedans, quoi, c'est pas super évident. Par contre, donc, le monde est vaste. Et il y a plein de gens. Et c'est vrai que le fait, et ça c'est vrai pour tout, hein, le fait de pratiquer d'autres langues aussi, ça permet aussi de voir qu'il existe quand même des communautés, des organisations. Je fais partie d'une organisation d'origine américaine qui s'appelle Craft Industry Alliance, qui est donc pour des entrepreneurs qui travaillent autour du fait main. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis dans réseau, il y a aussi réseau social, et ça, c'est, je pense, vraiment quelque chose absolument pas négligé. Quand on est dans un domaine où on fabrique, il faut faut montrer ce qu'on fait. Donc, bon, les réseaux sociaux, c'est intéressant, mais c'est aussi l'occasion de prendre des initiatives, interagir avec les gens, aller au-delà du petit like, commenter, envoyer un petit message, échanger sur des points techniques ou des points de business ou autre chose, mais voilà, donc le réseau Ok. vit bien. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi en discutant, voilà, j'ai découvert en discutant tout à l'heure avec toi ton passé professionnel, mais on avait aussi évoqué ensemble le fait que tu avais ta chaîne YouTube, sur Facebook, tu es aussi très présente, sur les réseaux sociaux, tu fais vraiment vivre ta communauté autour de ce que tu peux proposer, aussi bien des fils que tu proposes, mais aussi des modèles et des ateliers créatifs. Il y a tout un microcosme autour de ton activité qui fait spontanément que tu entretiens aussi ton réseau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je parle des réseaux sociaux, parce que c'est aussi vraiment essentiel aussi pour toucher des gens qui vont pas être au même endroit que toi et au même moment. Donc, non, c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant de voir aussi comment les relations et les réactions sont différentes d'un réseau à l'autre. Puis c'est aussi différentes façons de s'exprimer, hein. C'est pas pareil de faire un post sur Instagram ou une vidéo sur YouTube. C'est super intéressant aussi. Ça donne aussi lieu à pas mal de créativité pour jouer avec tout ça. Ouais, tout à fait.
Et quand on a préparé l'épisode, il y a une question aussi qui est venue et où tu me dis que c'était un point qui était important pour toi, la différence entre être créatif et être un artiste ou une artiste. Et j'ai trouvé la nuance intéressante à creuser. Et justement, quelle différence tu fais, toi, entre être créatif et être un artiste? En fait, je pense pas que ce soit très important pour moi. Je vais te dire Ah, pourquoi. Mais ouais. c'est une question qu'on pose beaucoup, hein. Ah, Il y a des débats entiers entre ce qu'on appelle, en fait, parce qu'en français, il n'y a pas de bon mot pour le fait hmm. de fabriquer. On parle d'artisanat, mais ça a d'autres connotations. En anglais, on dit craft, c'est tout ce qu'on fait avec les mains. Donc la différence entre donc, ce qu'on fabrique et l'expression artistique. Il y a des flopées de choses qui ont été dites là-dessus. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui interpelle. Moi, j'ai tout le temps grandi, j'ai tout le temps, pendant des années, pensé que j'étais absolument pas artiste parce que je ne sais pas dessiner. Après, tu entres dans la vie professionnelle et tu as l'occasion, par exemple, de faire genre des tests de personnalité et la psy qui te fait le feedback te dit, mais c'est pas possible que vous n'aviez pas une mode d'expression artistique parce que cette partie-là de votre personnalité est tellement dominante dans tout ce que je vois. Mais pour moi, ça dépend effectivement de ta culture familiale, etc. Mais pour moi, l'artiste a toujours été quelqu'un un peu à part. Ça pouvait être, selon les contextes, quelqu'un d'un peu suspect. Quelqu'un qui Ouais, ne ouais, ouais. va pas au bureau ou à l'usine comme tout le monde, ou alors quelqu'un de supérieur qui possédait un don absolument extraordinaire, on ne savait pas trop donné par qui d'ailleurs. Voilà, quelqu'un d'admirable et en quelque sorte intouchable, et à qui d'ailleurs on pardonne plein de choses parce que c'est un artiste, donc pas besoin d'être comme les commandes mortelles. Et pour moi, en fait, l'opposition n'a pas tellement de sens dans la mesure où on fait quelque chose de foncièrement différent. Parce que, bon, quand tu as une pratique créative, parfois tu fais des trucs où tu dis, waouh, c'est de l'art. Parfois tu fais des trucs où tu dis, ouais, bon, ça va. Et parfois tu fais un truc qui, bon, voilà, c'était l'occasion d'apprendre quelque chose. Moi, je pense que dire que quelqu'un est un artiste, pour moi, c'est une forme de jugement, positif ou négatif. Et comme moi, je perçois une pratique créative, et si on veut cultiver sa créativité, je pense qu'il faut arrêter de se juger soi-même. Par préférence, peut-être aussi arrêter de juger les autres. Alors, si tu aimes dire que tu es artiste, que ça t'inspire et que ça te donne de l'élan, vas-y à fond, quoi. C'est génial. Et si les autres disent, oh là là, tu es vraiment une artiste, prends-le, quoi. C'est toujours bon à prendre si c'est positif. Mais bon, le jugement de dire, toi, tu es artiste, mais toi, tu ne l'es pas parce que toi, tu fais des trucs qu'on met sur un mur et toi, tu te fais des trucs qu'on met sur le corps ou un coussin qu'on met sur le canapé. Pour moi, c'est pas pertinent, en fait. C'est pas ça qui est important. Une manière du coup d'exprimer différemment chacun sa créativité. Et après, il y a le tissu social qui fait que c'est plus ou moins reconnu. Mais ton conseil, ce serait de justement pas se juger soi-même, s'autoriser à laisser libre cours à sa créativité, quelle qu'elle soit. Puisque du coup, tu nous disais que toi, c'était le dessin. Au départ, tu avais en tête que c'était le dessin. Et finalement, c'est pas le dessin dans lequel ta créativité s'exprime le plus et tu as trouvé ton canal Oui, tout d'expression. à fait, parce que le dessin, la peinture, tout ça, ça donne accès aux beaux-arts, et ça, c'est vraiment les beaux-arts, les arts moches, moins beaux, Mm. c'est quoi? Donc là, déjà, il y a le clivage, la différenciation, le jugement, et bon, je ne pense pas que ce soit super productif, sauf si on le ressent comme ça, bien sûr, si c'est une Oui. inspiration, etc. Mais non, c'est pas mon truc. Ok. Et justement, quel conseil tu nous donnerais pour mettre, alors soit pour s'autoriser à libérer sa créativité ou à exprimer sa créativité dans notre quotidien? Déjà, je rencontre pas mal de gens qui me disent, oh là là, tu sais faire tout ça. Moi, je ne sais rien faire avec mes mains. Bon, ça, c'est une étiquette qu'on t'a collée, hein. Donc, bon,
Je pense qu'il faut essayer d'enlever l'étiquette, explorer et créer l'espace qu'il faut, l'espace-temps qu'il faut pour papillonner, pour tester des trucs, et s'accorder un temps, en fait, un temps où tu n'es pas pris par ton travail, où tu n'es pas pris par les corvées domestiques, où tu n'es pas pris par tes... Bon, en ce moment, on a moins de projets de sortie, etc. Mais justement, créer de l'espace-temps, créer un moment. Le jeudi, on dîne, c'est un sandwich que chacun se fait parce que voilà, tu as décidé que tu mettais 2 heures du jeudi soir réservées à ta créativité. Je pense que ça, c'est vraiment créer l'occasion, créer l'espace parce que un jour, je vais faire quelque chose, un jour, ça risque de jamais arriver. Après, je pense que quand c'est possible, c'est génial de prendre des cours. Donc, nous, on a, enfin, suivre un atelier, un stage, etc. Nous, ensemble, on a fabriqué des nounours, chose qu'on n'aurait jamais fait, même eu l'idée que ça pouvait se faire si on n'avait pas suivi ce cours. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine qui se transmettent très bien d'une personne à l'autre. Donc, voilà, chercher des cours, des stages qu'on a envie de faire qui, juste pas forcément pour en faire une passion, ni un métier, ni quoi que ce soit, mais juste pour le plaisir de tester. En ce moment, les stages en présentiel, c'est plus compliqué, mais il y a plein de choses. Il y a tout YouTube, il y a des plateformes type Domestika, Skillshare, etc. Et il y a plein de gens qui d'habitude vivent en se déplaçant, en donnant des stages et des cours un peu partout, mais qui maintenant les proposent sous différentes formes en ligne. Donc, moi, j'ai souhaité creuser un peu le sujet d'une technique au crochet qui s'appelle le freeform, qui est donc pas une technique, mais en fait le fait de faire un peu ce qu'on veut en vrac, mais il faut quand même avoir quelques idées. J'ai trouvé une artiste sur Instagram, une artiste, parce qu'elle se définit en tant que telle, mais donc une fille sur Instagram qui fait ça, dont j'aimais la production, parce que du coup, j'avais sa galerie en quelque sorte en regardant son fil sur Instagram et qui propose donc par exemple des cours mais payants mais par l'intermédiaire de YouTube et un groupe WhatsApp. Il y a plein de choses comme ça à trouver. Ça demande pas forcément un investissement de temps énorme et ça t'aide à explorer différentes techniques parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui nous parlent plus ou moins suivant qui on est, suivant l'habilité qu'on a ou le moins d'habilité qu'on a. Enfin, il y a des choses qui tombent mieux dans nos mains que d'autres, hein, suivant aussi la personne qu'on croise qui nous montre. Et sinon, je pense que le plus important pour accueillir la créativité dans sa vie, c'est d'oser être un enfant. On est des adultes, on a l'habitude d'avoir tout appris et que maintenant on doit savoir faire avec juste un tout petit peu d'aide. Donc moi, je fais des cours débutants, donc des gens qui n'ont jamais tenu un paire d'aiguilles ou un crochet dans leur vie et qui peuvent parfois être très frustrés quand ça leur prend 1 heure, 2 heures pour former leur première maille. Donc moi, je leur demande toujours s'ils savaient écrire après la première journée au CP. En principe, non. Mais en fait, quand tu es enfant, tu as l'habitude t'as l'habitude de pas y arriver, d'essayer encore et encore jusqu'à ce que tu y arrives. Donc, il faut un peu lâcher le prestige de l'adulte. Donc, il faut oser être un enfant de nouveau. Et après, il faut aussi soi-même être un peu le parent de l'enfant qui apprend. Parce que quand tu as un enfant qui a autour d'1 an, qui se tient debout, qui se tient à la table, et tu sens qu'il a envie de partir, il a envie de marcher, il a envie de faire des pas, mais il n'est pas sûr de lui. Donc tu l'encourages, tu dis, allez, vas-y, tu y arrives. Il y a un jour, tu ne sais pas comment ça arrive, mais il y a un jour où ton enfant lâche le bord de la table et prend 3 pas vers toi, tout content, un peu brinque-ballant comme ça, en tanguant sur les côtés, en avant, en arrière. Et là, tu dis quoi? Tu dis,
Ah bah écoute, franchement, il faut que tu travailles encore un peu, hein, parce que là, c'est quand même pas top, hein, comme pas et démarche, hein, puis t'es pas arrivé très loin. Bon, tu dis pas ça. Tu tends les bras, il tombe dans tes bras, tu l'accueilles, tu dis c'est génial, bravo, super, tu es arrivé. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec soi-même aussi quand on essaie quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'on se lance pour faire quelque chose de complètement nouveau. C'est une très belle métaphore et image. Bon, après, vous avez uniquement le son. Moi, j'ai eu le mime avec qui était super chouette aussi parce que c'est exactement ça en termes de mimique et du coup d'accompagnement quand un enfant fait ses premiers pas. Et donc, du coup, ouais, ton conseil, ce serait de s'autoriser à être un enfant, mais à être aussi le parent bienveillant qui accueille les premiers pas de l'enfant et à fêter toutes les mini-victoires, quelles qu'elles soient, et Absolument, avec absolument. enthousiasme et se faire plaisir. Ça va être. Du coup, le podcast est beaucoup écouté par des personnes qui viennent du domaine des ressources humaines, alors des responsables RH, des coachs, des managers, mais aussi des personnes qui travaillent en environnement professionnel. Et moi, j'aurais envie de te demander quel lien tu fais entre l'épanouissement créatif et l'épanouissement professionnel, si tu en vois un. Bah, moi, je devais te demander, est-ce que ce sont deux choses différentes, vraiment? Est-ce que c'est pas l'épanouissement de la personne tout court? Hmm. C'est vrai, bon, c'est probablement aussi quelque chose qui m'a poussée un peu à être indépendante et à créer mon entreprise et mon métier. J'ai un peu du mal avec cette opposition professionnelle-personnelle. Je pense que c'est aussi assez culturel. Moi, je travaillais en entreprise en France où j'avais l'impression que je devais porter un masque pour aller au boulot. Et il y a une de tes invitées qui a dit, quand je travaillais en entreprise, j'étais un robot. Hmm. Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu déshumanisant, si on peut ainsi dire. Après, j'ai travaillé donc dans ma vie de traductrice, j'ai travaillé à la Commission européenne et comme je travaillais dans la traduction, on était organisé par langue. Donc, j'ai travaillé avec des Suédois où d'un coup, je me dis ouf, parce que je pouvais dire il faut que je parte plus tôt parce que je dois chercher ma fiche, la nounou. Et ça, c'était pas un problème en fait, parce que c'est une culture, c'est complètement reconnu que tu as une vie aussi au-delà du travail et que tu peux dire là, je dois partir avant ou je vais venir plus tard ou aujourd'hui, je peux pas parce qu'il y a telle ou telle chose dans ma vie. Donc, je pense que donc, du point de vue management, je pense que c'est difficile d'instrumentaliser la créativité. Par contre, quelque chose qui t'aide à avoir beaucoup d'idées, quelque chose qui te pose, quelque chose qui facilite ton lien avec les autres, j'ai du mal à voir comment ça ne pourrait pas se traduire par un épanouissement au travail également. Je pense qu'effectivement, pour s'épanouir professionnellement, il faut revenir à ce qu'on est, c'est des humains. On a des besoins, on a besoin des autres, c'est pour ça qu'on travaille dans des organisations, mais on a aussi besoin de se connecter avec ce qu'on est réellement. Donc moi, je pense que j'ai pas mal de clientes copines, parce que la frontière est un peu flottante parfois, qui organisent des trucs dans leur boulot, c'est-à-dire entre midi et deux, quand elles peuvent manger ensemble, etc., ben, elles mangent ensemble et après, elles sortent un petit ouvrage. Ça peut être des gens qui brodent, ça peut être des gens, toutes les personnes qui ont des pratiques nomades comme ça, qu'on peut déplacer, par exemple, sur son lieu de travail. Je pense que c'est absolument excellent et justement, ça fait du lien, ça crée des dynamiques aussi. Moi, ce que je vois beaucoup dans mon domaine, c'est que ça fait rencontrer des gens qui se seraient pas rencontrés sinon, parce que dans une entreprise, elle travaille dans des différentes fonctions ou parce qu'on est dans des chemins de vie complètement différents. Donc, bon, voilà, je pense que l'épanouissement professionnel, l'épanouissement personnel, je pense que c'est la même chose quelque part. C'est la même chose, que l'un nourrit l'autre. C'est chouette. Merci pour ce partage de ces expériences. Ça me rappelle mes souvenirs aussi quand j'avais fait un stage dans un centre d'appel en quatrième année. Hein, c'était il y a déjà longtemps. Mais du coup, j'avais différents plateaux en fonction des pays. Et j'avais le plateau italien, c'était des
centres d'appel pour répondre à des problématiques de personnes qui tombaient en panne. C'était pour Peugeot à l'époque. Et ce que tu décris, je le retrouvais complètement. Il n'y avait pas du tout la même ambiance sur le plateau Espagne que sur le plateau Italie, que sur le plateau Pays-Bas, que sur le plateau France. Et c'était intéressant parce que du coup, je revois des pauses déjeuner où il y avait justement les pays du Sud avaient beaucoup moins de difficultés à sortir le tricot, la broderie ou à faire un travail manuel ensemble. Et c'était assez intéressant. Et merci pour ce souvenir du coup, Annette. C'est chouette. Tu sais, quand dans quelques temps, on pourra voyager de nouveau, ça aussi, c'est un truc absolument formidable. Quand tu te déplaces, quand tu es dans d'autres pays, etc., tu sors ce que tu aimes faire, tricot, crochet, broderie, que sais-je, et ben, les gens vont venir vers toi. Ils vont partager, on partage plein de choses, même si on ne parle pas la même langue que les autres, mais c'est une porte ouverte à d'autres personnes qui n'ont rien d'autre en commun avec toi, sauf de pratiquer cette forme de créativité que toi aussi tu fais. Comme le temps passe et que c'est toujours super passionnant d'échanger avec toi, il me reste encore quelques petites questions pour terminer l'épisode. Nous sommes très sérieuses en étant créatives et en laissant partir notre imagination et notre créativité. Non, c'est super chouette. À chaque fois, c'est des chemins nouveaux. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'être aligné pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ça signifie qu'on parle un jargon un peu développement perso. Oui. Pardon. Non, mais c'est très vrai. Mais bon, soyons effectivement sérieuses et répondons aux questions. Pour moi, être aligné, c'est être une personne complète. Et ça a aussi à voir avec cette histoire que j'aime pas, enfin, que pour moi, le clivage perso et pro est moins parlant. Personnellement, moi, j'étais quelqu'un qui vivait que dans ma tête avant. Et j'ai découvert très tardivement, parce qu'on me disait aussi, c'est encore l'histoire des étiquettes, on me disait aussi, parce que j'étais pas très agile, je courais pas vite, j'étais pas gracieuse, enfin bon, voilà, j'étais pas une sportive, donc on m'avait dit que j'étais pas une sportive. Et j'ai découvert assez tardivement, j'avais l'impression d'être une tête qui vivait à côté de son corps. J'ai découvert l'activité sportive qui me convient à moi, qui est la marche, assez tardivement. Je savais que j'aimais bien marcher, mais je savais pas que j'aimais marcher vite et beaucoup, et parfois en groupe. Mais effectivement, je trouve que ça m'a permis d'être une personne plus complète. C'est vraiment d'accepter et s'occuper de toutes les parties de soi. S'en occuper, en fait. De pas dire non, mais ça, je sais pas faire, je suis pas comme ça, je suis nulle. Mais peut-être se pencher là-dessus et regarder ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai pas aimé et que j'ai écarté? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit que je savais pas faire? Et en fait, moi, je fais du sport pour être bien dans ma tête. Donc, je pense qu'on est pas mal nombreux à faire ça. Pas seulement pour être plus productive, plus concentrée, etc. Même si c'est vrai, hein, mais pour être bien dans ma tête et pour être une personne complète. Donc, si tu veux, alignée, effectivement. Il y a toutes les facettes qui sont en moi et je suis une personne complète. Très jolie image aussi. Ça fait le lien. J'ai discuté lundi soir avec une amie, Marine, qui était interviewée aussi sur le podcast et qui, elle, cale ces moments, elle fait du run, elle court, et c'est ces moments, elle, de créativité, elle sait que quand elle revient, enfin en tout cas, c'est des moments où elle débloque sa créativité en faisant du sport aussi. Et du coup, ça fait un joli lien avec le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Mais c'est absolument vrai. Pendant le sport et pendant la douche. Parce que tu sais, un truc avec l'eau et l'être humain. Ouais. Donc, comme en général, tu prends ta douche après avoir fait du sport, il y a aussi beaucoup de choses qui se déclenchent. Beaucoup de symbolique, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais partager avec nous, soit qui te parle, un livre du moment, ou un livre que tu es en train de lire, ou que tu as lu et que tu aimes bien relire, ou que tu as lu il y a longtemps et qui t'a marqué? J'en ai deux. J'en ai un vieux et un assez nouveau. Alors, donc avant de tomber la tête en avant dans les mailles, pendant longtemps, je pensais que mon expression créative, ça allait être l'écriture. Effectivement, le fait aussi de changer de pays et de changer de langue, ça fait que c'est devenu un peu moins naturel pour moi de m'exprimer de cette façon-là. Mais il y a un bouquin de référence, notamment pour les gens qui écrivent, mais qui peut être très, très utile pour
forme de pratique créative. C'est une auteure américaine qui s'appelle Julia Cameron, qui a écrit un bouquin qui en original s'appelle The Artist's Way. Mais j'ai vérifié, il existe en traduction française, il s'appelle Libérer votre créativité. Donc c'est un bouquin qui a au moins 30 ans, qui a inspiré plein de gens dont on connaît les noms. Bon, il y a un petit truc à savoir, c'est que elle est américaine, elle est très croyante et ça s'est reflété. Je n'ai pas lu la traduction française, mais donc on parle de Dieu, on parle de foi, etc. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ça, je pense qu'il faut faire comme je fais quand je lis quelque chose, il y a une terminologie qui ne me convient pas, je mets une autre étiquette sur le mot et voilà. Ok. Si on est à l'aise avec ça, ça passe crème, mais si on n'est pas, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce bouquin à cause de ça parce qu'il y a plein de choses dedans qui sont essentielles à une pratique créative. Elle parle notamment moi j'ai parlé des habitudes, elle parle effectivement de la pratique régulière, j'ai parlé de l'absence de jugement. Elle conseille donc aux gens de tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, s'asseoir, écrire à la main 3 pages, tout ce qui passe par leur tête. Donc là, tu as la pratique régulière, tu as l'absence de jugement, tu as tout ça. Je parle aussi de marcher dans la nature, donc je suis marcheuse, donc ça me parle. Et tu avais un invité aussi qui parlait de ça, qui marchait C'est Yves, beaucoup. tout à Oui, fait. Exactement. Ouais. tout à fait. Et effectivement, il y a quelque chose qui est aussi, si j'ai bien compris, quelqu'un de très créatif et il se passe quelque chose, pas seulement avec l'activité physique, mais avec le contact avec la nature. Et Julia Cameron parle aussi de se réserver un temps pour jouer, s'amuser, tester des choses. Si on écrit, aller regarder des tableaux. Si on est peintre, faire un peu de tissage, etc. Faire quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort et qui nous laisse explorer d'autres domaines de créativité. Donc ça, je trouve ce bouquin absolument... c'est un bouquin qui a été assez fondamental pour moi, ma façon d'appréhender la créativité. Et donc, c'est Julia Cameron, Libérez votre créativité en français. Super, ouais. Mais je mettrai les 2 liens. Je mettrai le lien pour ceux qui préfèrent la traduction française et puis ceux qui ont envie de le lire en original aussi, parce que je sais que j'ai des auditeurs qui lisent aussi en VO, donc ouais. Du coup, ça peut être chouette. Je le retrouverai sans problème et je le mettrai. Oui, non, mais je peux te les envoyer sans problème aussi. Et j'ai un bouquin plus récent. Et alors, le plus récent, oui. Qui est aussi un bouquin américain, c'est terrible, mais c'est James Clear. Alors là, quand j'étais traductrice, on disait qu'en traduisant un texte de l'anglais vers le français, il a gagné 25% de volume. Le français n'est pas une langue concise. Donc celui-là, il s'appelle en original Atomic Habits, donc 2 mots. Okay. Et en français, il s'appelle Un rien peut tout changer. 5 mots. Donc bon... Voilà. Mais en fait, ce livre, donc, qui n'est pas très ancien, mais il n'est pas non plus de cette année, moi, je l'ai lu en début d'année dernière. Il a été vraiment fondamental pour moi pour comprendre que, en fait, ce qui nous amène vers nos objectifs, ce ne sont pas les objectifs. C'est les systèmes qu'on met en place pour les réaliser. Et il parle beaucoup de petites habitudes que tu colles à tes habitudes existantes, etc. Et je l'ai mis en application avec mon activité de création de modèles qui, comme je l'ai dit au début, se laisse très facilement manger par la gestion du site, l'enregistrement de la prochaine vidéo YouTube, etc., etc. Et ben, c'est formidable, ça marche du feu de tonnerre. Moi, je suis aussi, mais bon, il y a beaucoup de pratiques créatives comme ça, qui sont comme ça, que c'est tout plein de petites choses mises ensemble qui font qu'à la fin, on a quelque chose de fini. Eh bien, c'est mettre en place le système qui te permet de faire ça vraiment très régulièrement. C'est très puissant. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ce partage de tes 2 ouvrages de référence. Je les mettrai bien sûr dans les liens de l'épisode. Et pour terminer, j'ai toujours la question d'ouverture. Est-ce que dans la continuité de ce qu'on s'est dit ou des sujets qui, toi, t'animent en ce moment, est-ce qu'il y a un thème, un sujet que tu trouverais pertinent d'aborder dans le podcast ? Je trouve qu'il y a quelque chose on parle beaucoup de bonheur, de bien-être, tout ça, mais il y a quelque chose que je pense un peu différent, dont on parle beaucoup moins, c'est la joie. C'est pas la même chose.
Il y a encore un bouquin. Il faut que je retrouve le nom de l'autrice. Elle a un TED Talk aussi très intéressant qui s'appelle Joyful. Et donc, où elle a déterminé qu'en fait, il y a des aspects universels du design, donc que ce soit un vêtement, un objet, un environnement, un bâtiment, qui provoquent la joie dans toutes les cultures. Donc, parfois, le bonheur, c'est un objectif très ambitieux. Mais la joie, je pense qu'elle est très souvent possible, même si on n'est pas super heureux d'avoir un moment de joie. Soit la joie en général, ce que c'est, ce que ça nous apporte, comment ça nous unit et comment ça nous aide aussi à explorer notre individualité. Ou si tu veux l'adapter plus au thème de ton podcast, la joie au travail, est-ce que c'est possible? Comment on fait? Comment on la trouve? Voilà. Hey, je prends. Très, très bonne idée, effectivement, sur cette nuance-là. Merci, en tout cas, de partager là aussi cette idée. Et je vais laisser aussi infuser et voir comment on peut le traiter. Mais c'est chouette, ça fera le lien avec certainement un autre épisode à venir. Super. Écoute, merci beaucoup, Annette. On a passé un super moment ensemble, comme d'habitude, à chaque fois avec toi pour parler de sujets qui t'animent et puis ce sujet de la créativité. Et puis, bien sûr, je mettrai en lien alors les livres, bien entendu, mais aussi ton site, la créativité, enfin, ce que tu peux proposer autour de la maille, du coup, comme tu le dis. Pour qu'on puisse effectivement regarder un peu plus en détail. Et puis pourquoi pas, si ça peut donner des envies à certains de tester, de se lancer, de voir si c'est une partie de leur créativité qui peut s'exprimer par ce biais-là, ça permettra là aussi d'ouvrir, j'allais dire, j'ai envie de dire presque les chakras quelque part, mais de s'autoriser à être l'enfant que tu nous invitais tout à l'heure à être. Donc merci beaucoup pour ce très bon moment, Annette. Merci beaucoup à toi, Cécile. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.